Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, vidéo, vous verrez pas ma tête, pas trop de montage. On va faire une FAQ. Tout ce que vous verrez, c'est une grosse miniature, même pas mise à jour avec FAQ. Donc, ce sera pour les hardcore ou les gens en voiture. Donc déjà, j'avais fait un petit post, j'essaie d'en faire un peu plus en ce moment, dans lequel je vous demandais de m'envoyer des questions, si vous en aviez, et je disais que j'allais répondre à tout un tas de questions qui s'étaient accumulées, et en fait, il y a eu quand même beaucoup de réponses au post. Il y a déjà 13 questions. Donc je crois que je vais pas aller chercher d'autres questions, laisser en commentaire d'autres vidéos. D'ailleurs, un autre truc que je vais pas faire, c'est... j'avais dit que je lirais des commentaires qui m'ont laissé sans voix. Des fois, je me dis, il y a des commentaires, ils m'embêtent. Hein, je suis humain. Et je devrais les traiter. Et en fait, finalement, je pense que c'était dans un instant de faiblesse que j'ai écrit cette phrase. Et donc, je n'y répondrai même pas. La vidéo va être longue. Donc, il y aura des timecodes. Surtout que je ne vais pas que répondre à ces questions. Déjà, je voulais commencer par vous remercier parce que la chaîne a un certain regain de vitalité avec la nouvelle petite série sur la voie du Dungeon Master. Et ça fait vraiment très plaisir. Donc je voulais vous remercier pour ça. Je vois un certain enthousiasme. Et si vous partagez cet enthousiasme, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à mettre la petite cloche et tout, parce que ça charbonne. Deuxième truc, je remercie les gens qui soutiennent sur Tipeee. J'ai vu récemment sur Tipeee qu'il y a des gens qui soutiennent depuis 2 ans. Donc merci à eux. Et je remercie en particulier quelqu'un qui soutient sur Tipeee de temps en temps une sorte d'ange gardien qui largue des dons assez gros. Et ça fait une bien belle différence. Si je dis que c'est un ange gardien, c'est parce qu'il s'appelle Michael. Donc merci Michael. Avant qu'on passe aux questions aussi... j'avais envie d'en profiter pour faire mon petit journal de bord, vous parler de trucs qui sont pas vraiment de la voix du maître du jeu. Des petites idées et tout que j'ai pour l'avenir de la chaîne. Déjà, en ce moment, je suis en train de vraiment m'enfoncer un peu dans le rabbit hole de ce concept de jeu que j'ai envie de faire qui s'appelle le Cendremonde. Donc, c'est en même temps une sorte d'univers, en même temps un moyen de relier des campagnes, en même temps l'envie d'essayer de faire émerger un système que j'ai envie d'utiliser encore et encore, principalement basé sur ICRPG, Dragonbane, Crown and Skull, et probablement d'autres influences qui vont venir s'y ajouter. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose dont j'essaierai de vous parler à l'avenir. Pour l'instant, ça prend surtout la forme de Crown and Skull. En réalité, c'est ma principale inspiration. Et d'ailleurs, c'était un peu une surprise pour moi, parce que j'ai pas vraiment envie de jouer à Crown and Skull, le jeu tel quel, mais en fait je me rends compte que le Cendremonde va vraiment ressembler à un hack à 80% basé sur Crown and Skull, parce que dans Crown and Skull, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo récemment, je sais pas si vous l'aurez vu, hein. Dans Crown and Skull, en fait, il y a des compétences, et ça c'est un truc que j'ai vraiment apprécié en jouant à Dragonbane, la manière dont étaient faites les compétences, c'est-à-dire noter sur un D20 et on fait du roll under. Et il y a l'attrition comme concept que j'aime beaucoup, qui en fait est un concept qu'on retrouve aussi dans ICRPG, de vraiment nos capacités, nos objets, etc. On peut les perdre, en trouver de nouvelles, elles peuvent se casser, donc ça nous force à changer un peu notre manière de jouer. Il y a de ça. Dans Crown and Skull, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il n'y a pas de point de vie. Moi, je suis pas à fond pour jouer 100% l'attrition. Donc je vais quand même prendre des points de vie, de ICRPG, des petits trucs comme ça à droite à gauche. J'ai envie de récupérer également les jets pour se défendre qui sont limités comme dans Dragonbane. Donc bref, c'est marrant parce que il y a d'autres jeux à côté. Je pense à Vagabonds, il y a Shadow Dark qui m'inspire. Enfin bref, je commence à voir une sorte de centre de gravité dans le vortex. Je vous en reparlerai peut-être. Un autre truc qui viendra probablement sur la chaîne en parallèle de la voix du maître du jeu. La voix du maître du jeu qui va vraiment devenir mon truc principal. Mon objectif, c'est de balancer un outil, une inspiration, et essayer de faire quelque chose d'assez pratico-pratique. Parce que j'ai envie d'en faire le truc principal, parce que je pense que ça peut parler à tout le monde, en fait. Et ça manquait un peu. Depuis plusieurs années maintenant, je
à part des reviews, les reviews, bon, il y a toujours des gens que ça intéresse de connaître l'avis sur tel nouveau jeu ou tel ancien jeu, etc., de quelqu'un d'autre. Mais à part les reviews, beaucoup des choses que ce que je faisais, c'était uniquement, on va dire, quelque chose qui ressemblait à un journal de bord. Maintenant, j'ai envie d'avoir un truc plus axé pratique, donc qui sera la voix du maître du jeu, et à côté, des vidéos de toutes sortes. Hein. Je ne m'interdis rien, mais j'ai envie de créer quelque chose, un concept un petit peu, où je reprendrai probablement le nom de cycle, parce que j'utilise toujours cycle 3000, cycle 4000, c'est une sorte de vanne qui traîne dans pas mal de vidéos depuis plusieurs années. Dans les vidéos cycles, je pense, je parlerai peut-être plus de sujets genre presque purement théoriques. Genre, si je sens qu'il y a une idée que j'ai entendue dans un podcast, dans un truc et tout, et que j'ai envie de l'explorer, et potentiellement pour n'arriver à rien de bien concret, je ferai des vidéos probablement cycles. Et j'ai peut-être une autre idée qui sera les vidéos circle, où j'aimerais bien faire quelque chose avec des invités peut-être. Pas pour des trucs promotionnels, genre je fais vraiment pas du tout de trucs promotionnels sur la chaîne, mais pour discuter. Et je réfléchis encore exactement à quoi, comment, etc. Donc voilà, ça c'est des trucs qui pourraient arriver à l'avenir. On va commencer maintenant à faire les petites questions. Je les prends dans l'ordre. Question de Père Delaunay, 68-29. Comment est-ce que tu organises tes débriefs de fin de session ? Des questions, thèmes, types à suggérer pour sortir du classique « C'était bien ?» Point d'interrogation. Merci, toujours au top tes vidéos. Déjà merci, ton petit compliment et pour ta question, Mr. Père Delaunay. Comment est-ce que j'organise mes débriefs de fin de session ? Je les organise pas du tout, pour être honnête. Il existe tout un tas de techniques, ou parfois je dirais de gimmicks, pour les débriefs. En réalité, je ne ritualise pas tant que ça les débriefs de fin de session. En fait, je travaille pour une entreprise qui bosse dans le management et tout. Donc, c'est vrai que ça me parle d'utiliser des outils pour des ateliers collectifs, etc. Mais en jeu de rôle, le débrief, je le fais de manière très très informelle au final parce que si je joue avec des gens avec qui je joue pas tant que ça, en fait, j'ai presque envie de les entendre s'exprimer tel quel. Donc, en fait, ce que je fais probablement, ce que j'essaye de faire, avec plus ou moins de succès, c'est juste de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise pour parler. Et donc, à part proposer une sorte de tour de table et éventuellement indiquer, vas-y, on fait un petit tour de table rapide, puis ceux qui veulent partir, ensuite, ils peuvent y aller. Si vous voulez continuer à discuter plus longtemps, vous pouvez rester. Je crois pas que je fasse grand-chose de plus que ça. Parce qu'en fait, j'ai envie d'entendre vraiment ce que les gens veulent me dire spontanément. Donc, c'est décevant comme réponse. Et il y aura peut-être des réponses décevantes à plein de questions. Je ne suis pas expert et je ne sais pas tout. Et je n'ai pas d'avis sur tout, d'ailleurs. J'ai le sentiment que si je joue avec des gens, je vais pas essayer de faire de l'inquisition chez eux. À part peut-être si j'étais dans une dynamique de playtest, quoi. Peut-être si je faisais un playtest, mais en fait je le fais quasiment jamais. Mais si je faisais un playtest, ou alors que je voulais avoir des retours précis sur certains trucs, j'aurais des questions. Mais globalement, j'ai pas une fiche formulaire genre qu'est-ce que vous avez bien aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé. Stars and Wishes, épines, machin, bidule, tout ça. En général, si j'ai une question très précise à demander, elle me vient spontanément et en fait, elle est très dépendante de l'instant, en fait, de la partie à laquelle on vient de jouer. Elle est très contextuelle. Par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mécanique ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Cette scène-là, vous en avez pensé quoi ? Ça peut être des trucs comme ça. Et sinon, l'autre truc que j'essaye de faire, et des fois, en plus, j'oublie, tu vois, c'est de te dire à quel point c'est organiser mes débriefs, c'est de demander ce que les joueurs vont faire la prochaine fois, tout simplement. Aussi, un truc que j'essaie de faire, c'est de parler en dernier, sauf si j'ai vraiment un truc qui... je sais pas, la session était exceptionnellement cool et que j'ai envie de partager mon enthousiasme tout de suite, je peux le faire. Et j'essaie de parler en dernier, juste d'écouter ce que les gens ils ont à dire. En fait, laisser la conversation partir. J'arrête pas la partie en disant tout de suite « Stop, c'est fini, débrief. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, machin ?» En fait, j'essaie de faire en sorte qu'on respire et que les gens se mettent à parler, quoi, assez naturellement. Et du coup, parfois, j'obtiens pas grand-chose. Certaines personnes, elles sont moins
prolixes. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais elles ont pas beaucoup de feedback à donner. Parfois, sur le temps d'une campagne, sur le temps long, en fait, les langues se délient et on parle de plus en plus, etc. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que pendant la partie, on est à fond et tout. On est copains, hein, on peut continuer à faire des blagues et des machins, mais on est à fond dedans. Et qu'ensuite, on se détend un peu le slip et qu'on passe un moment de personne à personne directement et qu'on voit ce qui vient. Donc, à part, voilà, si j'ai une question très contextuelle, je pose pas vraiment de questions guidées. Parce que les trucs genre, vous avez bien aimé, vous avez pas aimé, enfin, les questions un peu comme ça, je trouve que c'est compliqué. Si j'ai une question contextuelle, la personne, elle va probablement pouvoir me... Le fait que je lui offre cette question contextuelle, qui fait pas partie d'un script particulier, ça va lui donner un cadre un peu plus précis et donc peut-être elle va pouvoir me faire un retour plus rapide. Aussi, j'essaie de pas trop... En fait, moi, en tant que joueur, dans des débriefs, je suis très très mauvais pour faire des retours à chaud. Donc, je sais que bien souvent, quand j'ai fait des petites campagnes, des trucs comme ça, parce que je suis quand même majoritairement MJ, c'est au bout de la 2-3e session que j'arrive à commencer à capter les trucs que j'aime pas, qui sont généralement les trucs qu'on n'aime pas, ou qu'on voudrait voir changer, ou pour lesquels on pense avoir une solution, etc. Les choses qu'on veut corriger, entre guillemets, où on aimerait bien que les autres modifient leur manière de faire, j'en sais rien. Ces choses-là, j'arrive à les identifier, à mettre des mots dessus qu'au bout de quelques sessions. Malheureusement, souvent. Et donc, c'est vraiment plus à froid que ça arrive, après un certain temps. Donc, si dans les premières sessions, les gens ils disent oh, j'ai bien aimé, et que c'est assez flou et tout, bah, je capte en fait, parce que moi, je suis un peu pareil. Question de Arthos Studios. Je me demande une chose. Comment gérer quand les PJ se dispersent dans un monde bac à sable? Super contenu au passage continu. Eh ben, merci Arthos, et merci pour ta question. Alors, comment gérer quand les PJ se dispersent dans un monde bac à sable? Donc ça déjà, j'ai l'impression qu'il y a 2 réponses. C'est quand ils se dispersent à l'échelle, on va dire, un peu d'une campagne ou durant la session. Donc durant la session, je vais essayer de faire court, hein, parce que cette question pourrait être explorée de 1000 manières différentes, dans les 2 cas. Globalement, dans une session, quand les PJ se dispersent, je vais essayer de maintenir un tour de table assez rapide entre eux, pour qu'on continue de jouer à peu près comme normalement. Et j'ai déjà fait des grosses erreurs à ce sujet dans des parties, où comme les PJ étaient dispersés, bah, finalement, il y avait très peu d'interaction entre eux, et le temps de parole, le temps dans lequel ils pouvaient participer à des scènes était hyper réduit. J'ai déjà eu des retours assez négatifs là-dessus dans certaines campagnes passées. Donc c'est quelque chose auquel je fais très attention quand les PJ se dispersent durant la session. Je pars du principe que tout le monde a envie de participer. Il y a certains profils qui aiment bien écouter, et donc eux, ça les dérange pas à la limite d'être assez passifs dans des parties de jeux de rôle. Mais je préfère ne jamais partir de ce postulat de base, et plutôt me dire que les gens, ils sont comme moi, et ils se déconcentrent et se désinvestissent quand ils sont pas concernés par ce qui se passe, pas en capacité d'agir et tout, et qui vont surtout pas être très attentifs aux scènes des autres, et donc en plus, ils vont rater plein d'informations. Donc, quand les PJ se dispersent durant une partie, j'essaie de passer de l'un à l'autre le plus vite possible. Et je pense d'ailleurs que c'est une des choses les plus importantes en jeu de rôle. En fait, en jeu de rôle, la seule chose qui compte vraiment, c'est pas de savoir votre personnage, est-ce que c'est le plus fort, est-ce que c'est le plus machin, est-ce que c'est le plus truc. C'est de savoir combien de temps les gens ont la parole, en fait. Enfin, c'est genre la première ressource en jeu de rôle. C'est ça le vrai pouvoir en jeu de rôle. Donc j'essaie de faire attention qu'il soit le mieux réparti possible. Dans un monde bac à sable, quand les PJ se dispersent dans un monde bac à sable, là j'imagine quelque chose peut-être qui peut se faire dans des sessions par exemple, des grandes campagnes, peut-être des campagnes, je sais pas si tu connais Arto Studio, le concept de campagne en table ouverte, West March, ce genre de choses, les campagnes en one-to-one time. En gros, c'est des campagnes où il peut y avoir plus déjà de joueurs que d'habitude. Alors tu vois, il peut y avoir... je sais pas, je dis n'importe quoi, un MJ et 15 joueurs, et ils jouent tous dans le même univers. Il y a peut-être plusieurs sessions par semaine, ils ont peut-être plusieurs personnages et tout, donc en fait, d'un seul coup, ils peuvent se retrouver à plusieurs endroits de la carte différents, il peut y avoir plusieurs groupes qui se croisent, entrecroisent et tout. Et à ce moment-là, il y a bel et bien des outils qui existent. Donc je te conseille d'aller voir, de rechercher campagne en one-to-one time, donc 1-to-1 time, quoi.
Et aller voir campagne en table ouverte, etc. Westmarch, ces concepts-là, qui peuvent te donner des idées sur, par exemple, comment faire en sorte que on joue en fait plusieurs groupes de personnages différents dans une campagne, et que du coup, en fait, en fonction à chaque session des gens qui sont disponibles, tu vois, par exemple, si tu joues en association ou sur un Discord et que c'est pas toujours les mêmes joueurs et tout, comment on fait pour organiser des groupes? On peut créer plusieurs personnages pour pouvoir participer à des sessions où notre personnage il serait pas là normalement parce que ça se passe ailleurs dans le monde, etc. Enfin, il y a tout un panel d'outils. C'est très difficile de résumer ça là comme ça, mais je te conseille de faire ça. Enfin, d'aller te renseigner là-dessus. Et si c'est quelque chose de plus, on est sur une table narmol, il y a 4 joueurs, 4 personnages, et en fait, ils veulent partir dans des directions différentes. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Soit tout le monde trouve toutes ces directions différentes intéressantes, et donc du coup, dans ta table habituelle, tu dis qu'on peut avoir plusieurs personnages, et comme ça, quand ils se dispersent, et ben, par exemple, je sais pas, il y a un PJ qui décide de partir vers une ville pour aller voir sa famille, pendant que les autres, ils continuent l'aventure. Et ben on se dit, ok, on pourrait jouer l'histoire de ce PJ qui part voir sa famille dans une autre ville, ne pas le mettre on va dire, en ellipse ou dans les coulisses, et on pourrait donner des PNJ à jouer aux autres, ou leur proposer de créer d'autres personnages qui vont accompagner le PJ pendant qu'il n'est pas là. Ça peut être une solution. Il y a aussi la solution des sessions en face-à-face, qui sont à côté de la partie principale, mais bon, ça c'est hyper coûteux en temps et tout, enfin, moi je fais pas trop ça. Et si ça doit se passer dans une seule et même session, et que du coup, par exemple, t'en as, il joue un truc, tu vois, le groupe se sépare, le mec part voir sa famille dans une autre ville, ça tombe, l'aller-retour dans cette autre ville, ça va prendre 2 semaines. Alors que les autres, ce qui continue à jouer, ça se joue au jour le jour. Et ben, je pense que tu peux dilater le temps. En fait, un des pouvoirs qu'on a en tant que joueur de jeu de rôle, c'est de ne pas tout jouer avec le même niveau de détail. Et donc, pendant que les autres, par exemple, décident de continuer l'enquête dans la ville, tu peux leur dire, ok, pendant que Bidule, il est parti à l'autre bout du pays, qu'il est parti pendant 2 semaines, vous avez le droit à 2-3 actions. Et lui, il aura le droit à 2-3 actions durant son voyage et la rencontre avec la famille. Et du coup, tu distors le temps un peu comme dans une série télévisée, et tu ne joues que les moments importants de cette longue période de temps, boum, 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 en switchant rapidement et en faisant en sorte que tout le monde ait l'occasion de jouer, quoi. Tu mets pas le mec qui fait son voyage de côté pendant que les autres continuent à jouer. Et tu essaies de revenir le plus rapidement possible à la situation où ils sont tous ensemble. Donc tu réduis le nombre de détails dans le traitement des choses qui se passent quand ils sont éloignés les uns des autres. Et puis tu rezoomes, tu refocuses quand ils se retrouvent ensemble. Question de Belelector 2923. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui écrit un livre de campagne pour le diffuser, genre les trucs qu'on ne pense pas à mettre dedans mais que tout MJ veut avoir, ou les trucs qu'on a tendance à y mettre mais qui en fait desserrent ou saoulent le MJ qui l'utilise? C'est pour un ami. Alors merci pour ta question, Beletor. Eh bien, ça c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir vraiment répondre. Donc je pourrais te donner mon avis, mon opinion, mes goûts, mais un conseil très dur, très très dur, parce que j'ai une croyance assez forte, qui est que ce qu'est un bon produit de jeu de rôle, c'est non seulement subjectif, mais c'est aussi l'objet de trend. On peut, donc de mode, on peut avoir des choses qui soient l'équivalent, entre gros guillemets, d'évolution technologique dans le jeu de rôle, genre des nouvelles manières de rédiger. Par exemple, aujourd'hui, un truc qui est beaucoup mis en avant, c'est le minimalisme dans l'écriture, le fait de pas mettre d'être trop littéraire, verbeux, etc., d'aller à l'essentiel. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est pas forcément un progrès. C'est une école. Personnellement, une école que j'apprécie plutôt, pour le coup. Mais il y a certains jeux de rôle qui sont pas du tout minimalistes dans la manière dont ils sont écrits, que j'ai adoré lire. Et en fait, ce qui va faire passer un MJ, à mon avis, à l'action, ce qui va le faire passer de « j'ai lu » à « je m'en sers et je joue », ça va vachement dépendre de chacun. Moi, je vois énormément de gens qui attendent des campagnes, qui disent « cette gamme n'a pas assez de scénario, c'est un problème ». Et par exemple, pour moi, c'est hyper étrange parce que je joue très 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 peu de scénarios. Donc déjà, je suis pas le public des livres de campagne en général. Et le public des gens qui veulent des livres de campagne et de scénarios, il est varié. T'as les modules à l'ancienne, t'as les grandes campagnes un peu des années 90 avec scénarios un peu couloir et tout, très écrites. T'as les petits scénarios d'initiation. Enfin, il y a tellement de manières d'écrire une campagne. Donc,
très difficile pour moi de te dire ça. Maintenant, si je te parle d'opinion, ce que moi j'aime, par exemple, les trucs que j'ai réussi à faire jouer, on va dire, c'est généralement des choses dans lesquelles on a réussi à m'expliquer la situation d'abord narrativement, c'est-à-dire on m'a raconté une histoire dans le livre. Ça m'aide énormément à mémoriser qu'on me raconte une histoire. Je pense par exemple à des campagnes comme Dead Genesis qui sont ultra linéaires que j'ai pas fait jouer, mais je me souviens, en fait, même si je les ai pas fait jouer, je sais que je me souviens quand même assez bien de l'histoire, du déroulé en fait de la campagne dans ma tête, alors que je l'ai pas poncé du tout. J'ai pas fait le travail de préparation, je n'avais pas fait de prise de notes, je n'avais pas préparé pour jouer puisque je comptais pas la jouer. Donc j'avais pas mis davantage de ressources que de le lire, et je m'en souviens très très bien parce que c'était bien raconté. Et donc ça nécessite, j'imagine, d'avoir un style qui va accrocher le lecteur et tout, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un levier qui peut être puissant. En tout cas, moi, je sais que ça m'a marqué dans ma tête. Et autre exemple de campagne où où j'ai vraiment eu... alors, j'ai mis beaucoup plus d'investissement à prendre des notes, à réécrire, à redessiner des cartes et tout. Mais je me suis vraiment éclaté à le jouer. Et c'est hyper rare. Hein. Je n'aime pas jouer des campagnes écrites. C'est Dragonbane. Je ne sais pas si tu connais. Mais dans Dragonbane, on a une intrigue globale qui est vraiment très simple. Et la campagne se présente en lieux. Et ces lieux, la manière dont les informations sont exposées pour les explorer, parce que c'est plutôt du donjon, j'adore la manière dont sont écrits les donjons de Dragonbane. Voilà, on va dire les descriptions des salles, avec d'abord un petit bout narratif, puis les bullet points bien sentis. Ça marche très très bien pour moi. Je peux pas te dire beaucoup plus que ça. Si je peux te donner un contre-exemple, j'ai lu L'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, je l'ai vraiment lu en voulant le jouer. Donc, c'est la campagne impériale de Warhammer, donc de la dernière édition là. Je l'ai en tête, mais franchement, ça a été des efforts. Des efforts que je regrette pas parce qu'il y avait des scènes stylées et tout. Mais la manière dont c'est écrit, avec un mélange entre de la prose, des descriptions, en plein milieu des phrases, des compétences, des trucs, des jets et des encarts et tout, j'ai trouvé ça très fouillis. La bonne idée, une bonne idée, un truc que j'ai apprécié, c'est que la campagne est ancienne quand même, la campagne impériale, donc ça correspond à un style de rôliste, à une manière de jouer et tout, la manière dont c'est écrit et tout. Je sais qu'elle est adorée par certains, et je peux comprendre pourquoi, au vu des scènes et des promesses qu'il y a. Mais je trouve l'intrigue globale un peu trop complexe, tu vois. Par rapport aux scènes truculentes, aux scènes de mariage, de vaudeville, ou même des scènes épiques qui sont proposées et que probablement j'utiliserai dans mes propres campagnes, en fait, parce que j'ai trouvé les idées super. Je trouvais que le lien entre toutes ces choses était un peu farfelu, parfois lourdingue. Il y avait des trucs en trop et tout. Mais un truc qui était pas mal, parce que je me perds un peu, et il faut que je termine cette question, un truc que j'aimais bien, c'était qu'il y avait des sortes d'encarts sur si vos PJ font ça, vous pourriez penser à ceci, des sortes de petites idées à droite à gauche. Donc parfois, ces encarts, ils sont là pour nous montrer comment mieux railroad, un petit peu, j'ai l'impression, ce qui est pas trop de mon goût, la plupart du temps, mais il y avait quand même de l'idée. Donc avoir le feeling que la campagne qui est fournie a été vraiment jouée et qu'on a des sortes de commentaires un peu de ce qui s'est passé, de l'auteur et tout, ça peut être sympa, mais il faut trouver le bon équilibre. Tu vois. En gros, moi, ce que je voudrais dans une campagne, c'est qu'on commence par me la présenter de manière plutôt immersive, narrative, plutôt que technique, probablement, où je me plonge dedans, que je capte la vibe, que j'ai l'impression de l'avoir un peu vécu, presque, d'avoir déjà des souvenirs de la campagne avant même de l'avoir fait jouer, entre guillemets, pour que je m'en imprègne, que dans un second temps, on me donne les trucs techniques, et au milieu de tout ça, peut-être il y a des commentaires à droite à gauche, je sais pas, c'est peut-être ça, le livre de campagne de rêve que je n'ai jamais vu, et qui fera que je jouerai une campagne, je n'en sais rien. Question de Dil608. Hello, merci de ton travail. Penses-tu faire une vidéo de présentation d'Astro Prisma
et même quelques runs dessus, cela serait top, merci. Donc je sais pas si c'est une question qui vise à faire la promotion d'Astroprisma parce que tu en es l'auteur ou parce que tu es fan, mais je ne connais pas Astroprisma. Je viens d'aller regarder en 2-2, ça a l'air d'être une sorte de jeu de rôle solo. Je ne pense pas que j'y jouerai, mais force à toi, et t'as l'air passionné. Peut-être, j'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que tu devrais faire des vidéos dessus, j'en sais rien. Gardakan08. Hey, petite question côté MJ. J'ai l'habitude de ne pas écrire tous les ressorts d'un scénario quand je fais jouer ma campagne, laissant parfois des gros pans en suspens que je détaille au fur et à mesure. J'évite également de refuser des choses à mes joueurs et j'essaie d'improviser puis de les relier plus tard entre les sessions. À force de jouer, j'ai écrit énormément de choses et j'ai toujours des arcs en suspens, des antagonistes aux motivations peu claires, etc. En fait, cette question-là, je l'avais déjà lue. Je vais pas y répondre parce que j'ai prévu de faire des vidéos complètes dessus et elles arrivent. Merci pour ta question, Gardakan, ça m'a beaucoup inspiré. Ça arrive dans La Voix du Maître du Donjon. The Metal Knight B7W. Il me semble que tu avais fait une vidéo sur une règle qui s'appelait les dés d'usure ou quelque chose comme ça, mais je n'arrive pas à la retrouver. Pourrais-tu la réexpliquer? Merci d'avance. Et aussi merci pour ton super... Hello The Metal Knight, merci pour ton message. Le dé d'usure, c'est relativement simple. En fait, c'est l'idée qu'on a une chaîne de dés qui nous vient un peu de Donjons et Dragons. Donc on a le D4, le D6, le D8, le D10 et le D12. Et l'idée du dé d'usure, grosso modo, alors il y a plein de manières de l'utiliser. Hein. Je fais vraiment un grand résumé, mais en fonction des jeux, c'est pas toujours la même chose. L'idée, c'est que par exemple, tu vas attribuer une sorte de qualité à quelque chose. Par exemple, tu veux attribuer une qualité à ton carquois, pour savoir s'il y a des flèches dedans. Et au lieu de compter flèche par flèche, c'est-à-dire il y a un dé d'usure 8 flèches. Et en fait, à chaque fois que tu vas tirer une flèche, tu vas jeter ton D8. Et par exemple, si tu fais 1, ton D8, il va rétrograder et devenir un D6. Tu continues à tirer des flèches, À chaque fois que tu tires une flèche, tu jettes ton D6. Et boum, tu fais un 1. Maintenant, ton carquois, ça devient un D4. Tu continues à tirer des flèches, boum, tu refais un 1. En dessous de D4, il n'y a plus de D. Donc, ton carquois est vide. Après, ça, c'est dans les grandes lignes, un peu l'idée. Parce que tu peux pondérer tout ça, tu vois. Les dés, c'est juste des trucs qui permettent de générer des chiffres aléatoirement. Tu pourrais dire, par exemple, que le dé d'usure, il s'use sur un 1 ou un 2, ou un 1 ou un 2 ou un 3. Il y a différentes manières de faire. D'expérience, je pense qu'il faut utiliser le dé d'usure dans un jeu où on sait vraiment quand est-ce qu'on va acheter le dé d'usure, et dans un jeu où jeter ce dé d'usure arrive quand même assez fréquemment. Parce que si c'est... en fait, les dés, utiliser des mécaniques aléatoires, ça va... Pour que les statistiques s'appliquent correctement, il faut quand même faire pas mal de jets, tu vois. Si par exemple, le dé d'usure, c'est sur mon épée, que c'est un D8, et que dans ce jeu, en fait, j'attaque avec mon épée genre 2 ou 3 fois dans chaque session, il se peut que cette mécanique ne serve à rien. Parce qu'en fait, je vais jamais finir mon dé d'usure. Donc il faut bien réfléchir à quand est-ce qu'on utilise un dé d'usure. Pareil, si tu veux utiliser des dés d'usure pour des événements aléatoires, en disant, ok, tous les jours, je lance un D6, je lance un dé d'usure, et sur un 1, il est rétrograde, et quand le dé sera complètement rétrogradé, par exemple, tu te dis, il y a une rencontre aléatoire. Il se peut qu'il n'y ait jamais de rencontre aléatoire, en fait. Genre vraiment jamais. Et c'était peut-être pas ton envie. Donc, il peut y avoir d'autres manières de faire. Tu vois, le fait d'utiliser des dés d'usure, ce que ça fait, c'est que virtuellement, ça fait que le résultat final de le dé est complètement usé et il se passe le truc qui est programmé, n'arrive jamais. Alors que si, par exemple, tu dis, je propose une alternative, une petite piste, si tu dis, je crée comme un point de vie, des points de vie, tu vois. Je dis, je note 20 quelque part. Et à chaque jour qui passe, je jette un D6 et je réduis cette sorte de point de vie. Et je me dis, quand on arrive à 0 point de vie, il y a une rencontre aléatoire. Je sais que, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, ça arrivera. Évidemment, mathématiquement parlant, avec des dés d'usure, c'est pareil. Ça finira toujours par s'épuiser, ce dé d'usure. Mais c'est plus incertain et beaucoup plus variable, en fait, que de se dire j'enlève 20 points de vie au fur et à mesure avec un D6. Parce que tu vois, un D6 en moyenne, il va faire à peu près 3-4. Comment dire ?
Un D6 n'a pas de moyenne. Tu peux faire un 2, 3, 4 ou 5 ou 6. Mais à force de jeter, etc., tu peux quand même un peu pressentir une forme de progression. Il risque moins d'avoir, on va dire, d'anomalies. Bien sûr, tu pourrais faire 20 fois 1, mais c'est quand même pas... C'est pas demain la veille. Enfin bref, tu m'as capté. Un jeu qui utilise beaucoup les dés d'usure, c'est Macchiato Monster. Macchiato Monster, donc Macchiato comme un café et Monster comme un monstre. Il y a plein d'applications du dé d'usure dans ce jeu, si tu veux te renseigner un peu sur la mécanique. Il y a ça aussi dans le Black Sword Hack, et tout ça. Donc il y a des jeux qui s'en servent dans Forbidden Lands, etc. Si tu veux aller jeter un œil. Pélitron du 5986. Je débute en tant que MJ, je vais bientôt faire ma première partie, un one-shot pour tester et commencer, pour éviter de partir en campagne si je n'y arrive pas trop. Mon scénario est écrit, tout est préparé, les musiques, l'ambiance, les figurines pour les PJ, blablabla. Mais j'ai quand même un peu le trac. Comment se préparer au mieux avant sa toute première session? Comment bien gérer les combats? Et aussi comment faire des voix des PNJ. Également, comment passer de manière fluide entre la narration, comme vous entrez dans la taverne et vous apercevez un individu accoudé à la barre et la prise de parole du PNJ. Donc déjà, trop stylé, Pélitron, que tu te lances dans le goddamn fucking jeu de rôle. Il y a beaucoup de questions dans ta question. Et donc je ne vais pas répondre à ta question peut-être comme tu l'attendais. J'ai l'impression que tu t'es bien préparé, c'est top. Tu as le track, c'est normal, et c'est bien. Ça veut dire que ça va être cool, que tu as envie, que tu as des attentes pour ta partie. Les combats, c'est un sujet immense, donc gère les combats comme tu peux avec ta compréhension du jeu. Les voix des PNJ, n'y pense même pas. Si ça te vient instinctivement, tu vas les faire. Ce n'est pas un truc essentiel pour faire du jeu de rôle. Tu pourras ajouter ça plus tard si là tu le sens pas ou que ça te vient pas naturellement. C'est pas ça qui va faire toute ta game de jeu de rôle. La transition entre vous entrez dans la taverne et vous apercevez un individu accoudé au bar et la prise de parole du PNJ, tu la gères comme tu veux. Tu peux dire « Et le PNJ, il vous dit ça ». Et le PNJ vous dit bonjour. T'es même pas obligé de faire comme si t'étais le PNJ. Tu débutes. Tu fais comme tu peux. Et ça va le faire. Et moi, ce que je te dirais, pour te préparer avant ta toute première session, c'est que ça va être super. Le truc auquel il faut que tu fasses gaffe, c'est d'être à la fois en énergie, tu vois, genre te fatigue pas trop avant, fais pas n'importe quoi avant la partie, essaie de venir en forme et de canaliser cette énergie et de te concentrer. Et te concentrer sur les autres. Te concentre pas sur ce que tu as préparé. Je pense que ce que tu as préparé, tu le sais parce que tu l'as préparé. En plus, tu as l'air d'avoir préparé des tonnes de trucs. Donc, concentre-toi sur les autres, regarde et tout. Écoute ce qu'ils disent, essaye de répondre à leurs questions. Si tu as besoin de réfléchir, tu réfléchis. Tu prends des petites pauses, chill. Et ce que tu fais après, la première session qui va être ce qu'elle va être, c'est qu'à chaque session, tu vas vouloir probablement t'améliorer et refaire des parties, c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Et ben, au lieu d'essayer de tout améliorer d'un coup, tu choisis un sujet, genre vraiment, tu vois, là tu m'as parlé de améliorer les combats, améliorer les voix des PNJ et tout. Franchement, à chaque session, si tu veux vraiment ajouter un truc nouveau, un truc que tu n'as jamais fait et tout, concentre-toi sur un truc pour pas que la gestion de toutes ces nouveautés à chaque fois, parce qu'il va y avoir déjà beaucoup de nouveautés de base à traiter en fait. Tu vois, genre les règles, comment je fais pour passer la parole, tout ce que tu soulignes déjà bien. T'as déjà plein de nouveautés à gérer. Alors quand tu veux ajouter encore des nouveautés, vas-y au compte-gouttes. Tu veux commencer à faire des voix à tes PNJ, essaye d'améliorer seulement les voix de tes PNJ pour cette fois-ci. Le reste, tu fais comme d'hab, comme tu peux, comme tu le sens. Allez, un petit truc pour les voix des PNJ qui peut aider parfois. Moi, tu vois, je fais pas toujours les voix des PNJ, des machins. J'en ai des plus naturels que d'autres, d'ailleurs. Il y a des PNJ, on les a en nous, tu vois. Genre, quand t'aimes bien parler tout seul ou que t'as pas mal joué à faire le débile dans le jardin ou j'en sais rien, t'as des voix, tu vois. Même quand t'es au bar et que t'imites quelqu'un, en fait, naturellement, il y a une voix qui te vient. Donc celles-là, elles viendront probablement naturellement. Tu vas peut-être t'en découvrir une ou deux pendant ta partie. Mais un petit truc qui marche pas trop mal, c'est de se mettre un peu dans la position du PNJ. Tu vois, si c'est un barman, pour essayer de l'incarner un peu, tu vois, tu l'as pas transformé ta voix, tu dois pas commencer à parler comme ça, nécessairement. Enfin, ça peut être une sorte de ressort comique, mais contrôler sa voix, c'est quand même
Contrôler sa voix, c'est un art, tu vois. Je pense que juste la position que tu vas prendre, déjà, ça peut jouer pas mal. Tu dis un individu accoudé au bar, vous apercevez un individu accoudé au bar, bah tu t'accoudes à la table. Du coup, tu vas être épaule en avant, penché vers tes joueurs, et ça va changer naturellement ta manière de parler. Tu seras plus près d'eux, donc. Alors que si tu te mets un peu en arrière, les épaules écartées, le port altier, directement, ta voix va changer, en fait. C'est un peu... Essaye. Essaye dans ton coin un peu avant. Pense pas à ta voix, pense à ta posture. Question de Corussienne. Comment éviter la répétition en termes de scénario? Sortir du roulement combat, enquête, exploration, énigme. J'ai peur de finir par me répéter en termes de proposition. Merci, petit poulet. Bah, merci à toi, gros hippopotame. Alors, je pense que un moyen assez simple d'éviter les répétitions en termes de scénario, c'est de pas faire des scénarios, mais d'imaginer un endroit avec ses factions, avec ses problèmes, ses personnages. Dans cet endroit, tu mets les personnages de tes joueurs, qui arrivent peut-être d'ailleurs avec des objectifs, un background et tout. Puis tu lances la partie. Tu laisses les joueurs faire ce qu'ils veulent, tu réagis à ce qu'ils font et t'improvises en fonction de ce qu'ils font. Rien que ça, normalement, ça va pas mal bouleverser un éventuel scénario formaté qui se répète. Je dis pas que c'est mieux, hein. C'est une autre manière de jouer, et en fait, il y a des entre-deux. Je pense que rien que ça, honnêtement, ça rend quasiment infini le nombre de scénarios possibles. C'est une des grandes forces du jeu de rôle, non? Et en vrai, j'ai pas beaucoup plus que ça, parce que ça va jamais trop inquiéter, tu vois. Un autre truc que j'ai envie de dire, qui me semble être un peu une idée vue et revue, mais... alors, j'aime pas du tout la phrase qui dit « tout a déjà été fait ». Je trouve que c'est ennuyeux. Il n'y a pas de vitalité là-dedans. Par contre, j'aime bien la phrase qui dit « ce qui compte, c'est pas l'idée ou le concept, c'est le traitement ». Et donc, en fait, le combat, je pense que tu peux jouer 1000 combats, des milliards de combats différents. Est-ce que tu as fait des combats avec beaucoup de monstres? Est-ce que tu as fait des combats avec un seul monstre, déjà complètement différent? Est-ce que tu as fait des combats où il y a plusieurs types de monstres? Jusqu'à combien t'es allé? Est-ce que tu as fait des combats où il y avait des tanks, enfin tu vois, des monstres corps à corps solides, et des monstres distance? Ou est-ce qu'à chaque fois c'est des gobelins? Ils ont tous des arcs et des épées, ils foncent sur les PJ. Jusqu'à combien de types de monstres différents tu peux manager et tes joueurs peuvent manager en même temps? Est-ce que tu as fait déjà des combats en théâtre de l'esprit, sans figurines? Ou est-ce que tu as déjà fait des combats avec des figurines? Est-ce que tu as déjà fait des combats cinématiques, où on change complètement les enjeux? On est juste là pour raconter le combat. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. On change les règles, la manière de faire le combat. Est-ce que tu as déjà fait des grandes batailles, des combats de masse? Est-ce que tu as déjà fait des combats suspendus à un pont où à chaque tour on jette des dés pour voir si on tombe? Est-ce que tu as déjà fait des combats où il y a un sort qui fait que tout le monde remonte à son maximum de points de vie à chaque tour? Et donc le seul moyen de buter quelqu'un, c'est de tous se mettre dessus et de l'éclater en un round. Est-ce que tu as déjà fait des combats où les monstres... Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ces combats-là. Les monstres se battent jusqu'à la mort sans jamais fuir. Et on va jusqu'à avoir enlevé tous les points de vie de tous les monstres. Ça, tout le monde l'a déjà fait. Mais est-ce que tu as déjà fait des combats où tu gères le moral des ennemis? Et donc, ils s'arrêtent avant que tout le monde ait perdu ses points de vie. Est-ce que tu as déjà fait des combats où les méchants, ils ont des otages? Et donc, si on les attaque là comme ça, on risque de perdre les otages. Est-ce que tu as déjà fait des combats où un de tes PJ joue des méchants? Joue les PNJ méchants. Est-ce que tu as déjà fait des combats où il y a des ennemis dans une position surélevée, des ennemis cachés, des ennemis qui ont accès à une baliste que les PJ pourraient prendre et la retourner contre d'autres? Est-ce que tu as déjà fait des combats contre un dragon? Voilà. J'ai absolument pas parlé de tout, mais ça fait quand même pas mal de temps que je fais du jeu de rôle. Je sais pas depuis combien de temps toi t'en fais, mais j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de combats différents que j'ai pas joué. Genre une infinité, infiniment plus que ce que j'ai fait. Je pense que c'est pareil pour l'exploration. Pour l'enquête et les énigmes, c'est moins ma spécialité. J'aime bien le mystère, mais l'enquête, un peu moins. Et les énigmes, encore moins. Mais je pense que c'est la même chose. Et donc en fait, je pense que faut pas avoir peur de la répétition en termes de scénario. Faut pas avoir peur de la répétition en termes de situation. Si tous tes combats sont pareils, si toutes tes enquêtes sont pareilles, si toutes les phases d'exploration sont les mêmes et si toutes les énigmes sont les mêmes, c'est là que tu vas tourner en rond. Pays V3P, la question. Salut, je prépare mon premier donjon. Enfin, pas vraiment un donjon à proprement parler, mais dans l'idée 4 salles avec chacune son obstacle et la dernière avec un antagoniste à battre. Bref, Warhammer Starter Set, j'ai imaginé le baron ayant pour base les constructions sous le pont. Ma question, si c'est un combat
Si un combat se déclenche au rez-de-chaussée, ça fera forcément du bruit. Ça va forcément alerter les PNJ du bloc. Existe-t-il une approche cohérente réaliste pour cloisonner les étages dans mon cas? Merci pour tes vidéos. La réponse est dans la question, à mon avis, PI V3P. Je pense que, donc effectivement, c'est pas vraiment un donjon. Et en plus, on joue dans Warhammer. Et dans Warhammer, tu veux pas jouer... Enfin, je pense qu'il faut sortir un petit peu. Ça va peut-être pas te satisfaire, mais c'est ma réponse. C'est comme ça que je le verrai. Il faut que tu sortes de la vision que tu prépares une succession de combats, en fait, dans ton donjon. Ou que tu veux absolument qu'il y ait un combat, d'ailleurs. Tes PJ, peut-être, ils vont pas vouloir se battre. Ils vont essayer de trouver un plan alternatif. Et je pense qu'il faut que tu préserves la cohérence de cette histoire. Ça a l'air de se passer en ville. Ça a l'air d'être la base d'un baron. Et cette base, c'est pas un grand dédale titanesque de tentaculaires souterrains où effectivement les monstres rôdent mais peuvent être très éloignés les uns des autres. Et donc, je dirais que tu devrais traiter la situation avec réalisme. Alors, réalisme, ça veut tout et rien dire. Et en fait, tu devrais te préparer, de toute façon, à ce que tes PJ se posent exactement la même question que toi. C'est-à-dire que ils vont se dire, je pense, si on entre et qu'on se bat, ça va réveiller tout le monde. Et peut-être même que tu devrais leur souffler cette idée à l'oreille pour qu'ils réfléchissent, s'ils n'y pensent pas, parce que sinon ils vont se sentir très très bêtes. Tu peux leur souffler justement ce fait, tu vois. Peut-être qu'ils ont un indique qui va leur dire, vous devriez faire gaffe parce que si il commence à y avoir du grabuge, tous les hommes du baron vont tomber sur le rable. Et donc en fait, tes PJ ils vont commencer à faire un plan pour éviter ça. Peut-être ils vont amener les gars du baron à venir boire un coup à la taverne d'à côté pour les éloigner. Peut-être ils vont faire un cambriolage de nuit. Peut-être ils vont se mettre à surveiller la maison du baron pour voir ses habitudes. Est-ce qu'il a tendance à sortir le soir? Combien de gardes il y a à quelle heure? Et qu'ils vont choisir leur moment. Prépare-toi à ça, je pense. Prépare-toi à être ouvert à ce qui va se passer. C'est cool que tu l'anticipes déjà. Et je pense qu'il faut pas... qu'en fait, tu as bien identifié un problème. Ça alertera tout le monde. Et c'est cool. C'est ça une approche, entre gros guillemets, cohérente et réaliste, comme tu la soulignes. C'est de rester comme ça. C'est pas de modifier le donjon, entre guillemets. Tu peux le faire. Mais si tu veux garder cet endroit tel qu'il est, tu peux le jouer comme ça, en fait. C'est pas un souci. Si moi, ça m'arrive d'avoir envie qu'il y ait des combats, etc. Et dans ces cas-là, comme je le disais souvent, je conçois un peu mes donjons. Et donc, en fait, je vais essayer peut-être d'éloigner les trucs, faire des plus grands bâtiments. Mais dans un petit bâtiment où tout le monde s'entend, c'est normal que ce soit une contrainte de devoir être particulièrement discret pour pas attirer tout le monde. Il va falloir éliminer les mecs en silence, par exemple. Ou alors il va falloir attendre un jour où il y a un festival hyper bruyant dehors. Et comme les murs sont en papier, ça tambourine et on peut faire un massacre sans même être entendu. Je pense qu'il faut se mettre dans ce mindset-là. Après, il y a d'autres leviers, là, comme ça, tu vois, auxquels je pense. Tu peux te dire, le baron qui est en haut, si ces hommes à l'étage du bas, il commence à bastonner, lui, il descend pas, tu vois, c'est pas un fou. Ces hommes, ils sont là pour le défendre, donc lui, il va s'enfermer. Donc ça fait que le baron rejoint pas forcément automatiquement le combat. Ou alors il va essayer de se barrer, et il va falloir que quelqu'un surveille la fenêtre, parce que le baron, il va essayer de partir comme un voleur, quoi. Tu peux imaginer plein de choses comme ça. Et ça fait beaucoup de possibilités, tu vois, imaginer. Donc ça peut être intimidant. Du coup, je pense que t'es pas obligé d'avoir les réponses à toutes ces questions, en fait, tu vois, tu dois être prêt à t'adapter à ce que vont faire tes PJ. Et donc, à des questions qui posent du genre est-ce que au bout d'un moment les gardes sortent, est-ce que le baron dort, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il y a de la fumée qui sort de la cheminée pour qu'on puisse rentrer dans la cheminée? Quand t'es pas sûr, tu jettes un dé, tu te dis 1, 2, 3 non, 4, 5, 6 oui, et du coup ça te permet de pas avoir à tout décider sur chaque question que font tes PJ, et c'est fluide, c'est transparent, tu suis leurs idées, tu t'essaies pas de bloquer toute leur stratégie, et tu t'essayes d'y aller avec eux. Et je pense que ça peut être un super épisode. Tu vois, ça, c'est une super bonne situation. Tu vois, je repense à Coruscant, de la question juste avant. Combat, enquête, exploration, énigme. Fais une infiltration. Ça te fera un nouveau truc. Je dérive, mais ça me fait penser aux poupées russes. Parce que je repense à la question de Coruscant. Petite dérivation. Le fait de se dire, j'ai peur que mes scénarios soient répétitifs parce que c'est combat, enquête, exploration, énigme, c'est vraiment les poupées russes, tu vois. Tu fais scénario, c'est une grosse poupée russe. Tu l'ouvres, dedans t'as 4 poupées. Combat, enquête, exploration, énigme. Et en fait, ces concepts hyper larges, ils sont beaucoup trop vastes pour parler de la richesse d'un scénario. Il faut que tu prennes la poupée russe combat,
tu l'ouvres, et là, t'as genre 10 nouvelles poupées russes de scènes d'action différentes, et quand tu les réouvres, t'as une infinité de possibilités. Je pense que quand on est bloqué par ces idées à un niveau trop high concept, il faut commencer à découper ce high concept. Il faut redescendre dans les détails. Il faut retourner au niveau plus moléculaire, au niveau plus petit. Il faut redescendre de l'infiniment grand, le combat, comme si c'était une entité entière, le combat. Et il faut redescendre dans ce que ça peut vouloir dire un combat. Et faire une liste, tu vois. Et là, tu vas te rendre compte de, waouh, c'est comme un accordéon, tu vois. Un accordéon bien fermé, c'est le combat. Et quand tu l'ouvres, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des ailettes, je sais pas comment ça s'appelle. Quand tu déplies un accordéon, tu te rends compte de toute l'ampleur de ce que c'est, en fait. Ça peut être des combats non létaux, des combats pour l'honneur, des combats de rue, des combats d'arène, des combats sportifs, des combats à mort, des guerres. J'adore les combats, putain. J'adore me battre. Non, c'est faux. J'adore le jeu de rôle. Synergique. Question système. Lequel présente le meilleur combo fun plus justice des dés ? Pour moi, D&D est un système injuste sur les dés car beaucoup trop swingy. J'espère être à peu près clair, alors que Knight valorise vraiment les statistiques du joueur par son système de nombre de dés dépendant de la caractéristique jouée et que Brigandine est aussi assez juste car elle ne ment pas au joueur sur ses chances de réussir ou non une action. Alors, c'est compliqué. Déjà, bon, tu l'as mis entre guillemets, donc je pense que tu es conscient que c'est un concept un peu bancal. T'as mis entre guillemets justice des dés. Et je pense que t'as bien raison. Parce que ce qui est juste, selon moi, donc il y a la justice, hein, il y a le grand concept de la justice au niveau philosophique, high concept de la justice, tu vois. Mais ce qui est juste, sinon, genre à une petite échelle, à une table de jeu de rôle, c'est que ce qu'on a dit qu'on allait faire soit fait. Donc c'est que soit il y a une règle préécrite, on la respecte, soit il y a une règle qu'on a inventée, modifiée, je sais pas quoi. On a dit qu'on jouait comme ça pour le moment, on la respecte. Soit le MJ arbitre un truc là maintenant parce qu'on manque un peu de règles ou on sait plus ce que c'est la règle, on l'applique. C'est ça être juste. C'est qu'on puisse prédire ce qui va se passer. Et pour moi, D&D n'est pas du tout plus injuste que Brigandine. Knight, je connais pas bien Knight, mais je pense pas que ce soit plus injuste. C'est-à-dire que c'est pas une notion de justice. Par contre, t'as raison, le D20, il est swingy. Mais le D100 de Brigandine est encore plus swingy. T'as 100 possibilités. Plus t'as de valeurs différentes sur ton dé, plus il est swingy. Plus c'est difficile de savoir ce qu'il va faire, et plus on est soumis à ses aléas, quoi. Moins, plus il y a une forme de granularité. Donc ça, je suis d'accord. Donc maintenant, en fait, comme je vais pas réussir à répondre à ta question, malheureusement. Pour moi, c'est pareil dans Brigandine, d'avoir 50 en force, et donc je jette un D100 et je dois faire inférieur ou égal. Et du coup, je sais que j'ai 50% de chance de réussite. C'est exactement pareil que d'avoir 0 en force dans Donjons et Dragons, et qu'on me dise la difficulté, elle est de 10. La difficulté annoncée est de 10. J'ai exactement les mêmes chances de réussite. C'est d'ailleurs peut-être même pire dans Brigandine ici, en termes de prédictibilité, parce que dans Brigandine, il me semble, j'espère que je dis pas de la merde, je me souviens plus très bien là d'un coup, que les chances d'échec critique et de coup critique sont sur des plages d'à peu près 10%. T'as 10% de chances de faire un échec critique et 10% de chances de faire un coup critique dans Brigandine. Non, c'est échec majeur et réussite majeure. Et t'as... Enfin bref, tu vois, il y a presque plus de chaos encore dans Brigandine, et de moments où, alors que je pensais que j'allais y arriver, en fait, c'est une catastrophe, que dans D&D. Dans Knight, je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est un système à pool de dés. Alors, il faut savoir que les systèmes à pool de dés sont plus stables, enfin, sont plus faciles à prédire. Si je jette un D20, j'ai autant de chances de faire 1 que 20. Si je jette 3 D6, mon résultat il est compris entre 3 et 6. 3 et 18, pardon. Donc on se dit c'est à peu près une range un peu comme un D20, quoi, tu vois, j'exagère. Mais par contre, en fait, comme j'ai 3 D6, j'ai beaucoup plus de chances de faire un résultat moins central, en fait. Genre autour de 10, 11, 12, quoi. En jetant 3 D6, ça fait une cloche, en fait, statistique. Donc effectivement, ça, c'est plus prédictible. Mais c'est pas plus juste. Donc je sais pas ce que tu entends par justice. Ce que je peux capter, c'est qu'un truc que tu as l'air de bien aimer dans Brigandine, c'est que on ne ment pas sur les chances de réussite. Qu'en fait, dans Donjons et Dragons, on ne ment pas non plus sur les chances de réussite. La différence dans Donjons et Dragons, c'est que la difficulté est variable. Mais dans Brigandine aussi. Le MJ peut te donner moins 10, moins 20, ou plus 10, plus 20.
Donc en fait, encore une fois, c'est pareil. Je pense que la seule situation où on ne ment pas aux joueurs sur ses chances de réussite, c'est les jeux. Ça peut être dans plein de jeux différents, Donjons et Dragons notamment. Dans Donjons et Dragons, c'est possible. Dans Brigandine, c'est pas possible a priori de mentir sur la difficulté. Au moment où je jette les dés, je connais la difficulté. Dans Donjons et Dragons, c'est possible que le MJ me dise fais un jet de sagesse sans me dire la difficulté. Moi, en général, j'aurais tendance à être transparent avec les joueurs et à essayer de ne jamais oublier d'annoncer la difficulté. À partir du moment où tu annonces la difficulté, plus personne ne peut mentir sur la difficulté annoncée. Donc c'est la transparence. C'est ce qu'on appelle un peu jeu player-facing. Un jeu player-facing, c'est un jeu où les joueurs ont vraiment les informations, les options davantage visibles. Donc dans Brigandine, c'est peut-être ça ce que tu ressens, c'est que on voit bien les compétences sur sa fiche et le score qu'on va devoir faire. Donc ça, je capte. Mais c'est vraiment impossible pour moi vraiment de répondre à ta question sur la justice des dés. Et c'est encore plus difficile pour moi de te répondre à la question c'est quoi le meilleur combo fun plus justice des dés? Parce que fun, c'est encore un terme hyper vague. Donc c'est pas contre toi tout ce que je dis. Synergique. C'est qu'en fait, je peux vraiment pas répondre à ta question. Moi, je peux te dire les jeux que j'aime bien. Je peux pas répondre à ta question, mais j'en profite pour faire un développement sur ces termes qui sont hyper flous. Le fun, c'est subjectif à 100%. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est le contraire d'ennuyeux, et ce qui est ennuyeux pour certains va être fun pour d'autres, et vice-versa. Du coup, si je dois te dire quel est pour moi le meilleur combo fun plus justice des dés, je te dirais c'est les jeux de Donjons et Dragons, parce que... Enfin, Donjons et Dragons like, c'est-à-dire on jette un dé 20. Parce que comme je le disais en tout début de vidéo, moi les jeux qui m'inspirent le plus, c'est Shadow Dark, Donjons et Dragons, littéralement. Dragonbane, c'est un jeu basique fantasy. En fait, c'est un jeu basique fantasy, donc ça ressemble peut-être un peu à Brigandine, d'une certaine manière, parce qu'il faut faire... On a des compétences, il faut jeter en dessous, mais c'est avec un D20. Il y a pas mal de combats, machin. C'est ICRPG, qui est pareil, c'est Donjons et Dragons, hein, grosso modo, avec des paramètres qui changent. Enfin, donc... Malheureusement, le truc qui est injuste pour toi, c'est le jeu que je préfère. Cortex 13. Comment faire quand tu as envie d'un type de jeu, mais le dit jeu est une purge? Exemple Cyberpunk Red, qui est un univers très riche, mais un peu médiocre. Bon, Cortex. On se connaît depuis combien de temps, Cortex? Faut savoir que Cortex, c'est un ami. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu prends un Cthulhu et tu adaptes. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. Non, je sais pas si la question est sérieuse ou pas. Y a d'autres jeux, Cyberpunk. Faces, tu joues à City of Mist, tu remplaces le mythe par le cyber. Tu joues à ICRPG. Personnellement, et tu es au courant de toute façon, Cortex. On se côtoie. Mais je crois beaucoup dans les mécaniques, mais je crois assez peu dans les grands systèmes et sur leur valeur... leur véritable valeur. Et donc Cyberpunk Red, le système, à quel point est-ce que c'est son système qui le définit? Au fond, très sincèrement, je ne sais pas trop. Comme tous les systèmes, il y aura des gardes, hein, des gardiens du temple, et c'est ok. Mais bon, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une bonne partie de Cyberpunk Red et une mauvaise partie de Cyberpunk Red? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des grandes campagnes de Cyberpunk Red, ouah, c'est dur à dire, qui tiennent pendant longtemps? C'est vraiment le système? Allez, merci de m'avoir écouté pour cette petite vids. Merci pour toutes ces questions. C'était plutôt cool. On se refera ça. Ça permet de balayer des sujets, ça me fait réfléchir, ça vous donne peut-être des billes. C'était agréable. Si ça vous a plu, encore une fois, merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo déjà. C'est super important pour le référencement de la vidéo. Hein. Donc ça me fait plaisir et ça fait plaisir au grand ordinateur. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner. Mettre la cloche si c'est pas encore fait, parce que en ce moment les vidéos, j'ai l'impression l'algorithme il fonctionne plus comme avant, hein, et mettre la cloche c'est vraiment très important pour être informé de la sortie des vidéos, sauf si vous êtes déjà un régulier, un aficionados, un sectata. Et merci encore à ceux qui soutiennent sur Tipeee, vraiment énormément, en particulier voilà ceux qui sont là régulièrement et qui permettent de maintenir, on va dire, le panier de base du Tipeee, quoi, autour de 100 €. Ça donne de la puissance. Je sais que ma chaîne, elle n'est pas dans le grandiloquent. Il n'y a pas des nouvelles mises à jour technologiques tout le temps. Je fais pas des montages de malade, mais j'y mets du cœur, du temps
depuis 5 ans. Cet argent, évidemment, il n'y a pas de cagnotte dans un coin, etc. Je m'en sers dans la vie de tous les jours. Mais en fait, pour pouvoir faire tout ça, j'ai besoin de plusieurs licences de logiciels de montage. Je peux avoir du matériel qui casse. Je m'achète des jeux de rôle que je lis et tout pour vous en parler, tout ça. Donc sachez que même si ça me permet pas de vivre aujourd'hui, ce serait peut-être le rêve, hein, honnêtement. Plus j'y pense et plus je me dis, putain, si je pouvais faire que ça, ce serait dingo. Je sais pas ce que ça changerait, honnêtement. Mais ce serait ouf. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Je ne vis pas de la chaîne, donc vous n'êtes pas en train de me faire une perfusion. Je suis pas au bord de l'agonie, soyons très très clairs. Mais ça fait une différence, c'est certain. Donc merci énormément à ceux qui sont sur Tipeee. Je termine la vidéo là-dessus, ou plutôt le podcast. Je vous embrasse et je vous fais un petit chant de fin. Go on high, hear my prayer in my knee. You have always been there. Oh, il est tard, il faut que j'arrête. Bonne nuit.